pour apprécier l'indépendance, pour en parler, il faut, ne serait-ce qu'en quelques mots, dire ce qu'a été le système colonial. Je rappelle que sur le trône du roi d'Abomey, après le roi Glélé, c'est son fils Béhanzin qui a été installé. À peine a-t-il été installé que les Français ont décidé de prendre le royaume d'Abomey. Parce qu'ils savaient que, en dominant Abomey, le reste du pays leur serait facilement accessible. Et donc, à la fin de 1889, eh bien, le général Dodd, qui était à Abomey, a décidé que désormais le royaume n'existait plus et que les Dahoméens allaient être gérés par les lois françaises. Et la colonisation française, en tout cas dans le Dahomey de l'époque, a nettement séparé les populations noires de quelques blancs qui étaient là. Et donc, dans le quotidien des Dahoméens, ils savaient que les blancs devaient être les chefs, les supérieurs, c'est eux qui devaient donner les ordres, et les noirs exécutaient simplement ce que le blanc disait, dans tous les domaines. C'est pour lutter contre cet état de choses que, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un peu partout au Dahomey comme ailleurs, la question de l'indépendance a commencé à être examinée. Et en ce qui concerne le Dahomey, il y a eu à Cotonou un congrès important du PRA, le Parti du regroupement africain, qui pour la première fois a prononcé le nom indépendance. Mais avant, De Gaulle, le chef d'État français, qui était simplement à cette époque le chef des résistants français, De Gaulle a proposé une conférence africaine qui a eu lieu à Brazzaville et qui a dit que petit à petit, il fallait que les Africains commencent à prendre leurs responsabilités et commencent à apprendre à se gérer. Et c'est pour cela que nous avons eu les premiers députés. Au Dahomey, c'était le président Souroumigan Akwiti, qui était non pas président à cette époque, mais il était en France. Il a participé aux travaux d'écriture de la nouvelle constitution française. Et donc, lui et le révérend Père Pierre ont représenté le Dahomey et le Togo à l'Assemblée française. Et à partir de cet événement, les choses ont beaucoup évolué. Les Français ont continué à regarder les Noirs comme un peu des sous-hommes, mais en même temps, des combattants noirs, des Béninois, des Dahoméens et d'autres Africains ont décidé de ne rien lâcher et de continuer la lutte jusqu'à ce que l'indépendance survienne. J'ai parlé de l'élection des premiers députés à l'Assemblée française. Il y a ensuite à retenir le vote de la loi cadre. C'était en juin 1956. Cette loi, voulue par les Français eux-mêmes, cette loi permettait d'avoir dans chaque territoire français, puisque colonie
Ça signifiait qu'on était on était un morceau du territoire français. Et donc, cette loi cadre permettait d'avoir un gouvernement local, présidé bien sûr par le gouverneur, mais au sein duquel il y avait des ministres locaux. Et bon, aucun ne vit plus, ils sont tous morts. Mais c'est ce premier gouvernement qui a commencé à poser les jalons de l'indépendance. 1956, c'est donc le début. Et 1958, 2 ans plus tard, le général de Gaulle propose quelque chose de nouveau. Il propose l'Union française. C'est-à-dire que la France et les colonies africaines se mettraient ensemble pour gérer la partie de l'Empire français qui se trouvait ici, qui se trouvait sur le territoire africain, sur le continent africain. Et pour cela, de Gaulle a proposé en 1958 qu'il y ait un choix librement fait par les Africains, soit pour être sous la coupole de la France dans ce qu'il proposait de nouveau, ou bien alors pour prendre l'indépendance. Et la plupart des pays africains ont opté pour être sous la coupe de la France. Seule la Guinée-Conakry de Sékou Touré a voté non à l'évolution proposée par de Gaulle. Et donc les autres pays sont restés sous la coupe de la France, 1958. En 1959, Houphouët fait des propositions, crée le Conseil de l'Entente. Ils sont membres au départ le Dahomey, le Togo, la Côte d'Ivoire elle-même et la Haute-Volta. Houphouët est évidemment le président du Conseil. C'est lui qui négocie l'indépendance avec les autorités françaises. Et je dirais même que c'est lui qui a proposé la date du 1er août pour l'indépendance du Dahomey. Et donc, le 1er août, les choses sont faites. Les Français, théoriquement, laissent main libre aux Dahoméens. Les institutions peuvent être créées au Dahomey et le pays peut commencer à tourner avec ses propres lois. Parce que les programmes d'enseignement, l'économie, les infrastructures, tout cela était encore pensé par la France. Et au point de vue paiement des salaires pour les fonctionnaires, la France, pendant longtemps, intervenait encore par une subvention spéciale. Le débat sur le franc CFA, vous l'avez suivi, vous le suivez. La France a imposé cette monnaie et donc elle contrôle l'économie des pays africains qui ont adhéré à la communauté. Et donc il y a une série de choses qui montrent bien que c'est une indépendance nominale, comme on le dit, et que dans le fond, les choses ne changeront véritablement que si les Africains, si les Dahoméens le veulent bien eux-mêmes. Nous avons donc démarré en août 1960 et le premier président élu, c'est Hubert Maga. Hubert Maga était un homme de bonne volonté, mais c'était un homme qui aimait, j'allais dire, les plaisirs, la vie douce, quelque chose de ce genre-là. Et donc, les initiatives de développement, il n'y en avait pas beaucoup. Et il avait instauré ce qu'on a appelé les champs collectifs, parce qu'on nous avait enseigné, à nous, à ma génération en tout cas, que la vocation première du Dahomey était une vocation agricole. Donc il fallait développer l'agriculture.
Malheureusement pour nous, dès 1960, les désaccords subsistent entre les différents responsables. Et en 1963, en octobre 1963, le premier coup d'État a eu lieu et Maga a perdu le pouvoir. Il est remplacé par le colonel Soglo et on promet une nouvelle constitution et de nouvelles élections. Et donc, dès le départ, eh bien, il n'y a pas eu cohésion entre les différents chefs qui étaient en poste de responsabilité et l'action pour développer le pays était difficile à mener. Lorsque, après le coup d'État contre Maga, des élections ont eu lieu, c'est Souroumiga Akwiti qui a pris le pouvoir en janvier 1964, mais qui a été lui aussi renversé peu de temps après, je n'entre pas dans les détails. Bref, cela permet de dire que pratiquement, il n'y a pas une ligne de développement, une option fondamentale pour développer le pays jusqu'à ce que, en 1972, les militaires, une fois de plus, décident de prendre le pouvoir et de changer complètement le cours des choses. Alors, quels résultats nous ont-ils laissés? Eh bien, vous avez probablement suivi ou entendu parler de la Conférence nationale des forces vives qui eut lieu en février 1990 et qui a essayé de redonner espoir aux Dahoméens. Eh bien, quelques années après, cet espoir aussi a échoué et il a fallu tout recommencer avec ce que nous avons appelé le renouveau démocratique. Moi, le regard d'un individu n'a pas beaucoup d'importance. Un citoyen, oui, d'accord, mais je considère que nous n'avons pas pris les moyens d'aller de l'avant. Je dis cela en pensant à d'autres pays. Un pays comme le Ghana, qui a acquis son indépendance en 1957, a eu à sa tête Kwame Nkrumah. Et Kwame Nkrumah avait des idées très claires de ce qu'il voulait faire de son pays. Et il a choisi un certain nombre de secteurs dans lesquels il a dit il ne faut pas qu'un pays soit dépendant dans ces secteurs. C'est pour cela qu'il a construit le barrage d'Akosombo. Parce qu'il a estimé que l'énergie était capitale pour le développement d'un pays. Je ne peux pas citer au Dahomey, au Bénin d'aujourd'hui, un exemple qui reste là. Et donc, le regard que je porte est un regard de quelqu'un qui est un peu déçu parce que je pense que avec l'intelligence des Dahoméens, leur habileté et ce qu'on dit d'eux à l'extérieur, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais je crois qu'on ne s'est pas aimé, on s'est détesté, on s'est détruit. Et le résultat aujourd'hui est que, eh bien, dans des domaines entiers, il y a des choses qui restent à faire. Je ne rentre pas dans les détails, mais la vie quotidienne n'est pas ce qu'elle aurait dû être depuis que nous avons... Eh bien, ça doit leur rappeler d'abord la lutte des anciens, de nos pères, de nos grands-pères. Ils doivent savoir que l'indépendance n'a pas été octroyée comme ça par le blanc. C'est parce que des gens se sont battus, se sont sacrifiés. Lisez les lettres des gens comme Louis Hunkari. Fréquentez la littérature laissée par les Béanzins, Sénaïnon à propos de l'indépendance. Et vous verrez que ça n'a pas été du tout facile.
qu'il a fallu du courage et de la persévérance pour obtenir l'indépendance de la part des colons français. Je pense que pour les jeunes, c'est un nouveau défi. Ils doivent, je crois, d'abord s'acharner au travail. Ils doivent avoir des objectifs très clairs, à la fois pour eux-mêmes, mais pour la communauté nationale. Et je crois que ce qui est essentiel, ils doivent pouvoir s'aimer et ne pas, comme ça a été souvent dénoncé, ne pas s'installer dans la béninoiserie, c'est-à-dire dans le fait qu'on cherche toujours à mettre un frein à ce que le camarade ou le voisin ou l'ami est en train d'entreprendre. Et donc, j'exhorte les jeunes à sortir de cette idée malsaine, à s'entraider et à viser des intérêts communs et non pas simplement leur propre. Je crois qu'un pays comme le Bénin, avec sa population, avec ses ressources, ne peut pas décider d'aller tout seul vers la conquête du bonheur. Alors les perspectives sont dans les rassemblements qui ont existé et qui vont exister. Je pense que la CEDEAO, par exemple, et d'autres unions pareilles, sont indispensables pour le progrès d'un pays comme le Bénin. Si vous aviez le temps de lire les ouvrages de l'ancien président Soromigan Akwiti, vous verriez que déjà de son temps, il insistait pour que la lutte économique, le progrès économique ne soit pas simplement laissé à l'initiative de quelques millions de Dahoméens, qu'il fallait nécessairement que l'Afrique de l'Ouest, quelle que soit la langue qu'on parle, que l'Afrique de l'Ouest soit unie et unifie son combat pour le développement de ses populations. Et donc les jeunes, je crois qu'ils doivent militer pour cette cause-là et s'adonner véritablement à faire des pays africains, en tout cas ceux qui sont proches ici en Afrique de l'Ouest, à faire de ces pays-là un pays uni, capable de parler d'une seule voix et capable de mener les combats qui vaillent la peine. L'aboutissement d'un combat. Un combat né des frustrations vécues dans la société coloniale pure, notamment dans le système éducatif au lycée. Les brimades, disons, les traitements simples, vous prenant comme des objets, tout ça crée en vous un besoin de plus de justice. Puis ensuite, à partir de 1958, il y a eu un gouvernement du Dahomey, dont les actions ne sont pas évidentes. Donc là, ça a provoqué des remous, des grèves dans les établissements d'État. Et ce fait que j'étais un des agitateurs, on va dire, ou bien on va dire un des responsables de ce mouvement-là.
et où on a expérimenté la cohésion, l'unité pour triompher des grèves. Je vous donne l'exemple simple. Un professeur blanc fait afficher un truc où il traite les élèves de sales nègres. Nous avons vu cet article, nous l'avons découpé et affiché à la salle des professeurs. Alors ça a eu un remous. À cours de l'année 58, là, j'étais en classe de seconde, je devais avoir quelque chose comme 17 ans, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et il voulait savoir qui a affiché. Évidemment, nous avons fait bloc tous. On a fermé le lycée. Personne n'a voulu dénoncer qui que ce soit. On a fermé le lycée. Ils ont été obligés d'ouvrir à un moment donné avec exigence de signer des trucs. On a donné le mot d'ordre que tout le monde signe. L'essentiel, c'est qu'on ouvre. On a fait. Ce sont le deuxième élément. Nous avions des responsables de classe. Il y avait un responsable de classe qui s'appelle, son nom n'est pas important, mais il était dur. Alors, quand il est parti à l'examen du baccalauréat, je crois qu'il a eu 30 secondes ou une minute de retard. On n'avait même pas commencé à distribuer les épreuves et tout là. On l'a foutu dehors. Alors là, parce qu'il était responsable des élèves quand on faisait les mouvements. Alors ça a mis le feu. On a dû lui faire une session spéciale. Alors quand vous arrivez au bout de ça et qu'on dit que vous êtes indépendant, vous êtes content. Content, mais avec des appréhensions. Donc c'était l'aboutissement d'un processus pour nous autres. Nous avons vu arriver l'indépendance dans le terme, mais pas particulièrement satisfaisant, puisque ceux qui vont gérer cette indépendance n'étaient pas pour l'indépendance. Voilà. Donc, c'est une deuxième phase d'une lutte ou d'un combat pour avoir des gens, je l'ai dit, conscients ou nationalistes pour diriger le pays. Voilà le défi que ça a ouvert. Voilà le défi que ça a ouvert. Nous avons commencé par il a commencé à y avoir des mouvements, ce qui a amené le coup d'État en 1963. Il est parti du mouvement des professeurs et enseignants qui étaient sur les bancs étudiants et qui avaient lutté pour l'indépendance et qui ont lancé. C'est comme ça qu'ils ont fait appel à l'armée pour prendre le pouvoir. Ça a été le premier changement. Mais nous ne réfléchissions pas très bien sur quel est le programme, quelles sont les actions, qu'est-ce qu'on espérait. On espérait la justice, la considération, mais c'est assez vague. C'est assez vague. Donc, les gens qui étaient de l'opposition avec les gens qui étaient au pouvoir ont pris le pouvoir. Ça n'a pas duré longtemps. Vous connaissez l'histoire. Après, il y a eu encore un autre coup d'État, puis un autre coup d'État, puis un autre coup d'État. Bon, ce n'est pas la peine que je revienne sur tous ces coups d'État. La différence, c'est que le premier coup d'État, ayant été orchestré par des anciens universitaires militants des mouvements indépendantistes, alliés donc aux anciennes formations politiques du pays, parce qu'ils n'avaient pas cette autorité pour les votes,
Ils sont donc entrés dans le gouvernement pour agir d'une certaine manière. Et ce n'était pas une décision de groupe, vous comprenez, puisqu'il n'y avait pas un groupe. S'il y avait un parti africain de l'indépendance, ceux-là, justement, n'étaient pas membres du Parti africain de l'indépendance, ou rarement un ou deux, c'est pas beaucoup. Donc, ça n'engageait pas nous autres. Hein. Je parle de mes sentiments, n'est-ce pas? N'engageait pas nous autres, mais on avait l'espoir que quelque chose allait être amélioré. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Il y a eu encore un autre coup d'État. Là encore, ce n'est pas les professeurs, c'est les travailleurs qui ont lancé des mots d'ordre de grève et appelé l'armée à prendre le pouvoir. Ça a débouché sur un gouvernement militaire, le gouvernement militaire de Christophe Soglo, qui, lui, a été renversé par les jeunes cadres. La différence dans ce truc-là, comment il faut comprendre ça, ceux qu'on appelle les jeunes cadres, ce sont les gens qui ont fait les bancs des lycées et de l'université avec nous, et qui ont donc frotté avec le mouvement indépendantiste. Et les relations entre agitateurs, enseignants et autres, et eux étaient des relations fraternelles. Donc les idées ont germé, et comme ça, ils ont fait un coup d'État, sans que ce soit un mot d'ordre pris. Alors ils ont été pris au dépourvu, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire, je vais être ministre, on ne peut pas projeter des choses, et puis ils sont mis à chercher membres du gouvernement. Ils ont été relativement déçus. Il n'y a que les mécontents de l'ancien régime là qui sont entrés là-dedans. Voilà. Par rapport donc à ça, il y a un blocage. Puisque ceux qui ont poussé à des changements ne sont pas ceux qui sont dans l'équipe. Et les anciens responsables politiques, il y en avait trois, vous les connaissez, à Petit Maga, à Romandigbe, c'est eux qui tenaient le terrain. Face aux difficultés, on a créé le Conseil présidentiel. L'essentiel qu'on peut retenir est qu'en ce qui me concerne, moi, je ne peux pas parler de tout le monde et des gens avec lesquels j'étais plus ou moins organisé, pas de satisfaction. Parce que pour diriger un pays, il faut une organisation politique, un programme, une connaissance des réalités vraies du pays et non des réalités livresques. Donc peu de gens ont voulu entrer dans ce circuit-là. Il y a eu des divergences, ce qui a permis d'avoir des groupes qui ont dit, eux, ils vont entrer. Ils sont allés, ça a donné le PAPB et autres. La question essentielle est toujours de savoir comment on voyait l'évolution du pays, comment on voyait le développement du pays. La vision était très simple. On se basait sur la grande masse des Béninois qui étaient les paysans. Quels sont les intérêts des paysans? Ils se limitaient à
la commercialisation de leurs produits, qui était assurée par ce qu'on appelle les sociétés d'intervention. Ce sont des sociétés françaises chargées de collecter les produits agricoles, parce que c'était ça le plus important du pays, et de les exporter. Donc, à ce niveau-là, il y a une brimade en termes qualité du produit, pesage du produit et prix du produit. Alors, en ce qui me concerne, et un certain nombre de personnes intellectuelles qui pensaient qu'il faut un programme, un objectif, on a dit, l'objectif donc, c'est de libérer les paysans. Donc, d'où la bagarre a été contre les sociétés d'intervention. Alors, c'est une analyse simpliste que je peux dire aujourd'hui. Parce qu'on les a remplacés, mais ça n'a pas changé la traite coloniale. Non. Mais ça affaiblit le mouvement paysan parce qu'on a nommé des Dahoméens directeurs de nouvelles sociétés pour remplacer les autres. Donc, c'est le même circuit, mais sous la responsabilité des nationaux. Mais ça ne change rien au problème des paysans. Ça revient donc à s'orienter vers est-ce que celui qui dirige la société est de notre région ou pas. Donc la solution trouvée, enfin, qui s'est imposée, ne résolvait pas le problème. Il en créait un nouveau. C'est des nationaux de la région. Et quand vous prenez des mots d'ordre sérieux, je ne suis pas. Je ne vais pas suivre. Donc, nous voulions gérer nos affaires. Au plan économique, c'est surtout la production. Et voilà ce que ça a donné. De l'autre côté, dans les bureaux, l'administration, le Dahomey était connu comme fournisseur de fonctionnaires au plan africain, Afrique française. Donc, beaucoup de Béninois, Dahoméens plutôt, étaient envoyés dans les territoires d'outre-mer, comme on disait. Donc, qu'il y ait des Dahoméens qui soient dans l'administration, ça n'a rien de nouveau. C'est sur ces faits-là que le 26 octobre est arrivé, non? 26 octobre. Qui était le résultat d'une grève sérieuse de l'ensemble des syndicats de travailleurs qui avait été, je ne sais pas si le mot loyauté existe, mais enfin, auquel avait été insufflé une vision différente de la gestion qui était là. Et c'est comme ça que la révolution est arrivée et qu'ils ont pris des mots d'ordre qui semblaient être progressistes, qui étaient progressistes de changement. Voilà. Mais à partir de là, on voit qu'il y a un changement net dans le verbe, mais pas dans les faits. On a nationalisé les secteurs là, mais en mettant des Dahoméens, puis qui deviendront béninois, qui ne changent rien à la chose, qui ne sont pas maîtres du prix des produits, puisque ça se fixait ailleurs, et qui avaient donc des conseils venant de la colonisation. Donc, dans ce brouillard-là, où nous n'avions pas approfondi les questions essentielles, les solutions n'étaient donc pas mûries. Donc on a beau mettre, c'est comme ôtez-vous que nous nous mettions. C'est tout ce que ça a donné.
Donc, je ne peux pas dire, nous voulions développement, la justice, tout ça. Mais à quel point faut-il toucher réellement pour ça? Non, on n'a pas posé cette question-là. Donc, je peux dire, voilà les espoirs qui n'ont pas été comblés. Alors, la révolution est arrivée. La révolution, elle a mis quand même l'accent sur la production. Mais elle a mis des directeurs généraux, des responsables qui sortaient de nos rangs, bien sûr, mais qui n'avaient pas d'autre vision que la vision ancienne de ceux qui les ont, à qui ils ont pris la direction et qui étaient leurs conseillers. Donc je ne peux pas dire, en ce qui me concerne, que nous ayons bien vu qu'est-ce qu'il fallait faire et que par conséquent, toutes les modifications qui sont intervenues étaient réellement sans boussole concrète, boussole théorique, marxisme-léninisme, ceci, cela. Tout ça, c'est des boussoles théoriques, mais dans les faits, en quoi ça consiste, ça n'existait pas. Le problème, c'est savoir d'où on vient, où on va. Je viens de vous montrer, on ne sait pas où on va. On peut dire qu'on a évolué parce qu'on se rapproche des problèmes concrets, réels qu'il faut résoudre. Mais quelle est la solution à ces problèmes réels? Si je vous dis, vous là, je vous pose la question, je vous dis, quels sont les défis réels auxquels le gouvernement se sont attachés? Et quel bilan ils en ont tiré? On parle de développement en l'air. En quoi doit consister le développement? Est-ce qu'on en a une idée claire, nette, ou bien c'est seulement des infrastructures? Ça va s'attaquer à quel problème? Quelle est la place de ce problème-là dans le développement économique tout simple? C'est des questions de fond qui n'ont pas été, et qui ne sont même pas résolues aujourd'hui. Vous écoutez, on dit on va créer des écoles, mais on ne crée pas une école comme ça. Qui va utiliser les gens qui sortent là? Est-ce qu'on a fait une étude pour dire quels sont les besoins réels, dans quelle direction? On a créé ici des lycées techniques, des collèges techniques. Qu'est-ce que les gens sont devenus? Vous avez fait le là. Moi, j'ai vu des gens. Ils ont ouvert un petit... ils font maraîcher là, des trucs comme ça, où ils vont dans l'administration. C'est ça. C'est-à-dire, on a dépensé beaucoup d'argent dans ce sens-là, sans que ça n'ait d'impact sur la production. Je serais déjà mort, pourri, mes os auraient pourri. Par conséquent, permettez-moi de ne pas rêver à 35 ans. Permettez-moi de rêver jusqu'à 30 au maximum. Au maximum. D'accord. À 30? Je ne vois rien parce que ce que je découvre là maintenant, nos efforts sont dans le tourisme, un point, un trait. Je ne vois pas de perspective là. Ça ne va pas comme ça tout le temps. Bien sûr, des gens vont changer plus ou moins, mais je vois, on a changé plusieurs fois les perspectives. C'est d'abord qu'il y ait des groupes de gens qui identifient les problèmes et la manière de diriger pour résoudre ces problèmes. Vous entendez dire, c'est le peuple qui a ceci, c'est le peuple, mais qu'est-ce qu'on demande au peuple de faire? Vous n'avez jamais entendu nos autorités dire,
les populations doivent faire ceci, doivent faire cela pour le développement en termes de production. Leur participation au développement, en quoi ça peut consister. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Et lorsqu'on prend des jeunes qui n'ont jamais eu d'éléments d'appréciation sur ce qu'ils peuvent faire pour développer le pays, qu'est-ce qu'ils seront demain? Il faut dire qu'à 6 ans, à 6 ans, j'étais au CP. Et puis, bon, ce jour-là, c'était les drapeaux par-ci, par-là, indépendance, indépendance, indépendance. Tout le monde était heureux, on avait bien mangé. Mais c'est avec le recul et avec le temps qu'on se rend compte, au fond, 1er août, c'est pas seulement la fête. Acquérir l'indépendance, c'est acquérir, disons, c'est la souveraineté politique. Et la souveraineté politique, c'est la condition première pour la dignité, le progrès et l'unité nationale. Bien. Alors, quand je dis ça, pour qu'on touche du doigt la réalité, imaginons un peu une Afrique où il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Et puis, on devient indépendant le 1er août. Mais on est devenu indépendant comment? C'est parce que la communauté internationale a permis. C'était que la chance qu'on avait aux Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, il y avait le principe d'autodétermination qui autorisait ça, qui a permis la décolonisation. Ça signifie que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas été décolonisé, par exemple. On n'a pas connu de décolonisation. Alors, voyons un peu ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Ils n'ont pas d'État, ils se battent pour leur autodétermination. Vous voyez? Et ça signifie, je disais, que la souveraineté politique, c'est la condition première pour la dignité, le progrès et l'unité nationale. Les Gazaouis n'ont pas cette souveraineté politique. Donc leur dignité n'est pas garantie. Leur progrès n'est pas garanti. Leur unité nationale n'est pas garantie. Mais même s'ils se battent, ils donnent l'impression qu'ils sont unis. Mais chez nous, quand on a eu l'indépendance, moi j'étais enfant, j'avais 6 ans. Mais quand je prends des reculs, est-ce que chez nous, on a eu, juste de 60 à ce jour, est-ce qu'on a eu, pour moi c'est ça la réflexion la pertinente, hein, est-ce qu'on a eu la capacité institutionnelle de garantir cette dignité et ce progrès et cette unité nationale? Il est vrai, nous parlons beaucoup de langues, et puis chacun parle la langue de l'autre, c'est très bien. Et quand il y a les fêtes, chacun va fêter avec l'autre. Mais ça, c'est très beau déjà, culturellement parlant. Mais sur le plan politique, est-ce que nous avons eu la capacité intellectuelle et institutionnelle d'organiser vraiment cette dignité? Est-ce que le Béninois aujourd'hui, chacun des Béninois est digne dans sa façon de vivre? Est-ce qu'il mange 3 fois par jour? Est-ce qu'il se permet de quitter une ville pour aller à l'autre? Je donne un petit exemple. Je trouve un boulot de 35 000 francs. J'habite à Calavi. J'ai un petit boulot de 35 000 francs à Cotonou. Et il n'y a pas de transport public. C'est l'État qui facilite ça. Ce n'est pas le tokpa-tokpa. Tokpa-tokpa, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Mais est-ce que nous avons, juste pour donner un exemple, hein, cette dignité-là, on a pu, je vais te dire que c'est sur le plan, ça s'est passé au niveau international. La charte a permis, il y a eu décolonisation. Nous sommes maintenant entre nous. Est-ce que nous sommes, parce que c'était un grand combat aux Nations Unies pour la décolonisation. Nous sommes décolonisés. Est-ce qu'à notre niveau maintenant, comment ça se passe? Est-ce qu'on gère cette dignité vraiment? Je prends l'exemple de l'administration béninoise. Il y a 2 personnels. Le personnel technique, le personnel politique. Et comment ça fonctionne? Moi, pendant que j'étais en activité, j'ai constaté une chose. Et notre administration a besoin de beaucoup de formation parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas... Si un parti gagne les élections, le ministre, il est politique, certainement. Son cabinet, il est de son parti politique. Le secrétaire général du ministère, c'est un administratif. Ça se passe comment? C'est-à-dire, ce couple-là
de techniciens et de politiciens. Si les techniciens ne sont pas suffisamment compétents, ou si on les empêche de travailler convenablement, il n'y aura jamais cette dignité, ce progrès et cette unité nationale dont nous parlons. Et concrètement, quand vous faites attention, moi ça m'amuse quand je suis à la télé le soir à 20h, j'écoute un directeur, ce n'est pas un directeur de cabinet, un directeur technique qui prend la parole. Mais il est là, le technicien il est là pour assurer la continuité, c'est-à-dire de 60 jusqu'à nos jours. On vient d'avoir la chance d'avoir une loi sur Bénin 2060. Avant ça, on avait à l'AFIA 2025. Mais c'est le rôle de l'administration de faire le lien entre tout ça pour assurer le progrès. Parce que le politique qui arrive peut voir les choses autrement. C'est de bonne guerre. Si je gagne les élections, j'arrive dans le jeu de ministre, mon parti voit les choses d'une autre manière. Je veux réaliser les idées de mon parti, ce qu'il y a dans mon programme d'action. Mais le technicien est là pour me dire, attention, c'est possible, ce n'est pas possible. Si il ne parle pas, soit il est incompétent, il n'a pas la compétence de s'exprimer, soit on l'empêche de parler, mais le résultat, j'ai parlé de dignité, de progrès, d'unité nationale. Ce n'est jamais au rendez-vous si ça ne suit pas. Mais on n'en a pas conscience. Puis, j'ai commencé par parler de souveraineté politique. Mais quand le 1er août 60, on a acquis cette souveraineté politique-là, mais les espoirs, ça a ouvert la voie à la souveraineté sociale. Souveraineté sociale, c'est la capacité pour le citoyen de prendre son destin en main. C'est-à-dire que l'État ne peut pas tout faire. Mais l'État crée les conditions. Je me rappelle quand j'étais... Moi, j'ai fait le CM, quand j'ai fait le CM2, je suis allé à l'entrée en 6e, j'ai eu la bourse sur le collège Père-au-Pierre, je suis rentré à l'université, j'ai eu la bourse à l'université. Même pour ma formation professionnelle, des affaires étrangères, j'ai eu beaucoup de bourses pour aller me faire former. Mais ça signifie que c'est l'État qui a permis ça. Donc, mais l'État a créé les conditions. Chaque fois, quand j'ai eu une bourse à l'étranger, nous sommes 3 ou 4. Donc, on a créé les conditions. C'est 2 ou 3 sur 4 sur plusieurs personnes. Donc, ça là, il faut que l'État, le souci permanent, c'est les conditions sociales qu'on crée parce que nous sommes égaux. On crée les mêmes conditions et ça permet la compétition et ça permet l'épanouissement. Si en 2025, on fait le point au niveau de la dignité, du progrès et de l'unité nationale. L'unité nationale, on n'a pas de problème là-dessus, parce que nous voyons, notre président était cette semaine à Niki. Bon, et il a embelli le palais, il a aidé à construire. Ça garantit l'unité. Mais vous voyez, ce n'est pas un gouvernement qui fait tout. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais de 60 à 25, on fait le point. Quand moi je vois les femmes avec panier sur la tête, sur Zim, je ne trouve pas qu'on ait fait de progrès dans cette matière-là. Vous voyez? Donc, dignité humaine et la dignité, ça fait beaucoup de choses. Il paraît dans le pays que beaucoup de gens ne mangent pas 3 fois par jour. J'en ai pas la preuve. Si c'est vrai, c'est que quelque part, il y a un problème. Le progrès et les infrastructures, c'est une très bonne chose. Parfois, moi, je quitte Cotonou, je suis derrière, le chauffeur me conduit, et puis je dois lui demander où est-ce qu'on est maintenant parce que je ne me retrouve pas pour savoir. Bon, il y a un progrès, mais ça dit que ce n'est pas statique, c'est dynamique. Mais le plus important, c'est qu'on soit conscient que et quand on a acquis l'indépendance, là, on nous a créé les conditions sur le plan international d'assurer notre dignité, le progrès. Mais quand nous sommes entre nous, on doit poursuivre ça. Il y a la coopération internationale qui peut nous aider. Mais on dit, quand vous avez la capacité institutionnelle, vous travaillez bien à l'intérieur, vous allez dehors pour chercher ce qui vous manque à l'intérieur. Que c'est bien fait. Mais quand vous ne savez pas, rien n'est facile. Hein. Ceux qui ont permis qu'on soit indépendants, ils sont toujours aux aguets parce qu'ils n'ont pas, ils ont des intérêts. Si on n'est pas suffisamment vigilant, ils vont nous piéger dans ce que nous faisons. Par exemple, moi, il y a quelque chose que je remarque chaque fois chez nous ici. Aucun ambassadeur du Bénin en France, en Allemagne, en Suisse ne peut se déplacer pour aller où il veut. Mais chez nous au Bénin, on voit les ambassadeurs, ils vont où ils veulent, ils vont partout, dans les universités, partout. Parce que c'est comme si il y a une diplomatie asymétrique. Les uns sont plus forts que les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de capacités pour empêcher ça là, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est juste un exemple. Mais ce qui est le plus important, c'est la dignité du Bénin.
le jeune garde. Ah, vous voyez, c'est mitigé. Hein. Moi, j'écoute des jeunes à la télé. Oh, ça va très bien, ça va. Vous voyez, il y a eu. Le président a rencontré des jeunes la dernière fois. Mais j'ai suivi un débat sur l'OATB. Mais il y a un jeune qui dit oui, mais le président, pourquoi il s'intéresse à ce qui vient? S'il s'en va, pourquoi il s'intéresse à ce qui vient après? Est-ce qu'il y a le président du Bénin? Il commence comme ça. Mais d'autres disent, mais celui qui vient après dit, mais qu'est-ce que lui dit? Moi, je suis content, le président a fait ci, ça, je suis content. Vous voyez, ce jeune-là dit qu'il est content. Vous voyez, c'est mitigé. Mais objectivement, mon fils travaille, il a un réseau de collègues juristes de son niveau. Ils sont tous bien, ils ont de beaux emplois. Mais j'ai des parents qui ont fait les mêmes études qu'eux, qui traînent, et qui ont de petits boulots, on n'est pas heureux avec ça. Parce que nous, on a fini à l'université, on est passé directement à l'emploi, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc les conditions sont plus difficiles pour les jeunes. Donc il revient, je vois tout ce que l'État fait. Il y a le PSIE. On suit, c'est déjà un progrès. Mais ça ne suffit pas, vous voyez. Il y a les bacheliers qui viennent de sortir, ils sont tellement nombreux, il y a eu de bons résultats, donc ça fait de nouveaux besoins sur le terrain. Le travail n'est pas facile. Mais le plus important, aujourd'hui, nous avons la loi Bénin 2060. Si les choses peuvent être... C'est ça, nos problèmes, c'est ça. Le suivi des choses. Vous voyez un directeur technique qui vient à la télé, un problème technique sérieux qui se pose. Quand je vois le directeur de cabinet dire, depuis 2016, je comprends, lui, il est venu d'un parti. Mais l'administrateur, il a un autre discours. Lui, il fait le suivi. Il va dire, oui, depuis telle année, on fait telle chose, et puis il fait le lien. Mais si, dès que le technicien, au lieu de faire le lien des choses, il se met à dire, depuis 2016, comme le directeur de cabinet, vous voyez, tout ça là, c'est une question de mentalité, de culture administrative. On a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir, pendant 10 ans de suite, presque 10 ans, un gouvernement qui est venu avec de la méthode. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. J'ai parlé de deux choses. La souveraineté politique, la souveraineté sociale. Sur le plan de la souveraineté politique, on a fait beaucoup d'efforts. Chez nous, au Bénin, par exemple, en 1990, il y a eu cette conférence nationale, mais c'est sur ce qu'il y a eu. Et on a eu une constitution. On a fait un effort sur l'organisation des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, ça semble, tout le monde n'est pas content de l'organisation des pouvoirs politiques parce que tout le monde ne se retrouve pas selon que cette loi lui plaît ou non. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce qui est primordial, c'est la souveraineté sociale. Surtout cette sociale-là. Et nous avons, si vous faites attention, vous allez voir le Conseil économique et social qui est en train de faire le tour. Chose. Moi, je ne suis pas politicien. Hein, mais si j'étais politicien, par exemple, je me suis dit, mais au lieu qu'il y ait un Conseil économique et social qui fonctionne comme de cette manière-là, et si on créait, par exemple, une commission nationale de la souveraineté sociale qui fait en sorte que ça, je ne sais pas comment ça peut se faire techniquement, qui représente quoi. Il doit avoir le Bénin représenté, ce n'est pas une deuxième assemblée nationale, hein, mais une commission qui s'occupe de la souveraineté sociale pour voir comment fait-on en sorte que le Bénin soit digne. Et ça commence par quoi? L'égalité quand vous regardez Boangou, Atakura, Donga, on n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que c'est une question de politique publique. C'est-à-dire que cette commission-là doit veiller à ce qu'il y a dans la mesure du possible, presque uniformisation entre les régions, quoi. Pour que ce soit à Parakou, à Calavi ou à chose, je me sens à l'aise, nous bénéficions des mêmes conditions. Vous voyez, ça c'est oui, c'est un défi parce que si on ne fait pas ça, on aura des discours, mais les actes vont tarder à venir. Oui. Parce que pour la souveraineté politique, on fait ce qu'on peut, mais les gens ne sont pas toujours contents. Parce que selon que
un parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, ou alors la Cour constitutionnelle n'a pas dit non à ceci, on dit que les gens sont inféodés. Vous voyez, donc la souveraineté politique, là, sur l'organisation n'est pas encore, tout le monde n'est pas encore satisfait, malgré l'effort qui est fait, parce que sur le plan des partis, ben, tout le monde est d'accord qu'il y a eu un assainissement. Bon, au niveau des partis, ce n'est plus comme avant où il y a 200, où il y a plein de candidats pour être président. Ce n'est plus la même chose, mais il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on ne peut pas avoir tout en même temps, vous voyez. C'est un peu comme sur le plan économique, on donne de bons chiffres au Bénin. Ça, c'est la macroéconomie, ça. Mais au niveau micro, comment les gens vivent, on ne sait pas encore, vous voyez. On n'a pas encore dit. C'est difficile. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un, c'est tout le monde qui est responsable. Et tout le monde se fait en même temps. C'est progressif d'être progressif. Un Bénin où, quand un homme politique prend la parole, qu'il n'y a pas besoin d'insulter l'autre. Qu'on ait des débats d'idées, quoi. C'est-à-dire que quand on ne sait pas faire, s'il n'y a pas de débat, je ne sais pas à partir de quand il y aura un débat d'idées, parce que les hommes, ils sont amis, ils deviennent ennemis, et puis ils ont leur camp, vous voyez. Et on ne construit pas un pays comme ça. Il faut qu'un jour arrive où, quand on n'est pas d'accord sur le plan idée, mais on n'est pas des ennemis. Parce que moi, les soirs au coucher, là, je mets au RTB. Il y a un monsieur à l'ORTB qui fait un débat sur tout ce qui se passe dans la République. Et les gens parlent. Mais quand les gens parlent, vous voyez, les gens, il y en a qui insultent, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont... Mais on peut ne pas être content sans insulter. Et puis, on ne peut pas... C'est un peu comme quelqu'un critiquait un prêtre. Et un autre prêtre dit, mais celui qui critique ce prêtre-là, il oublie que c'est un prêtre né au Bénin, il a grandi au Bénin, il a une mentalité béninoise. Et la mentalité, là, ça compte beaucoup. Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez vu pendant longtemps, aujourd'hui ça n'existe plus à l'université, sinon chaque fois c'était les grèves, des histoires, ça n'existe plus. Mais moi j'ai passé une partie de ma jeunesse à l'université libre de Bruxelles. J'ai vu quelque chose et je comprends pourquoi la politique se fait là-bas autrement que chez nous. Parce que c'est ces étudiants qui deviennent le personnel politique après dans ce pays-là. Mais j'arrive à l'université et je vois un communiqué, il y aura coupure de courant dans 1 mois. Prenez vos dispositions, on a donné même la date. J'ai dit quoi? Chez moi, ça peut arriver tous les jours. Là-bas, on annonce pour 1 mois et on donne l'heure et on doit prendre cette disposition. Finalement, on dit que la coupure, c'est pour 1 heure. Il y a eu coupure effectivement ce jour-là, à l'heure dite, mais ça a fait 5 minutes au lieu d'1 heure. Et puis après, on nous convoque en AG et on nous dit quoi? C'est par rapport à la coupure de 5 minutes là. Si jamais quelqu'un a un dégât sur ses appareils pendant la coupure là, il faut qu'il envoie un papier. Et ces étudiants se comportaient comme, c'est-à-dire, ils voulaient faire en sorte que personne ne soit victime de ce qui s'est passé là. Et moi je voulais comprendre, dire oui, qu'il y en a qui programment le vidéo pour enregistrer. Et s'il est absent alors qu'il en a besoin pour sa formation, et à cause de coupure, il n'a pas enregistré, ça fait des dégâts, il faut des réparations. Mais j'ai suivi de près, il y a eu des réparations dans cette université, et on fait ça avec courtoisie. Ces étudiants-là, qui sont membres du bureau, qui ont géré ça, quand ils vont devenir président, membre du gouvernement ou membre de député, dans leur pays, la politique va être faite de cette manière-là. Donc, la mentalité, et ça là, il y a un travail pédagogique à faire chez nous. C'est très important. Moi, si la souveraineté sociale peut être assurée en général, c'est-à-dire créer les conditions, ça, chaque parti a son programme, et il suffit que dans ces programmes-là, on pense à la dignité, au progrès, à l'unité nationale. Si tous ces 3 choses sont garanties, je crois que... j'ai eu le privilège de participer à l'élaboration de ce programme Bénin 2060. En l'état actuel, je crois que c'était un bon travail. Maintenant, il reviendra à ceux qui exécuteront. C'est un bon signe. Parce que, au fond, tout est dans la main de la jeunesse.
Si vous avez une jeunesse, pendant que, parce que moi, c'est un bel exemple, quand on parle des jeunes qui prennent la mer, ça c'est le signe que c'est un échec. Mais un président en fin de mandat qui parle à la jeunesse, je crois que ça inaugure une nouvelle ère politique dans notre pays. Bon, quand on parle de l'indépendance du Bénin, ça nous renvoie à l'histoire du Bénin. D'abord, il y avait des royaumes au sud, au centre et au nord. Au sud, les principaux royaumes, c'est Hogbono, c'est Alada, c'est Dahomey. Et au centre, on a Dassa, on a Sabé, on a Sabalou. Et puis au nord, on a Niki, Kandi, Pahakou, Kouandé, Djougou, pour ne citer que ces royaumes. Ces royaumes étaient organisés, étaient administrés. Il y avait une constitution coutumière qui décidait de la manière dont le pouvoir sera dévolu. Et puis, il y a eu la colonisation. Et ces royaumes ont été mis ensemble dans une colonie. En 1893, puis 1894, la colonie s'est affermie. Et ces royaumes appartenaient à l'Empire français. Ces colonies ont été intégrées, cette colonie a été intégrée à l'Empire français. Les royaumes ont été décapités, les rois ont été décapités, Béhanzin déporté, ainsi de suite. De l'Empire français, on est passé à la communauté franco-africaine, puis la République, le 4 décembre 1958. Et maintenant, de la République, nous sommes passés à l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale en 1960. C'est-à-dire que on s'est libéré du joug colonial. Nous étions passés de l'autonomie à l'indépendance. Nous prenons en main désormais notre propre destin et nous décidons de la manière dont nous allons être gouvernés ensemble. C'est ce que le 1er août 1960 nous rappelle. Moi, je constate deux choses. Il y a un État qui est créé, mais qui peine à assurer ses fonctions. Et la nation qui a reconstruit. Quand je dis un État qui est créé, quand on parle de l'État en doctrine, à l'université, quand on l'enseigne aux étudiants, on parle de 4 éléments. Il y a un territoire, il y a une population, il y a un pouvoir politique et la reconnaissance internationale. Nous remplissons toutes ces conditions. Nous avons une population, nous avons un territoire, nous avons un pouvoir politique, nous avons une reconnaissance internationale. Nous sommes passés de l'État Dahomey à l'État Bénin en 1975. Et en 90, nous avons conservé ce nom-là, le Bénin. Et nous sommes des Béninois. Maintenant, l'État Bénin existe. Mais c'est un État qui peine à assurer ses fonctions, les fonctions régaliennes. La première fonction pour laquelle l'État est créé, c'est la sécurité. Dans l'histoire, l'État est créé pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Cette fonction n'est pas suffisamment aujourd'hui assurée. Et vous savez de quoi je parle. Nous sommes en train de lutter contre le terrorisme au nord du Bénin. Donc cette fonction sécuritaire n'est pas encore bien assurée au Bénin. Au-delà de ça, vous avez la fonction régulative.
qui permet à l'État de contrôler le comportement des citoyens. Cette fonction régulative est excessivement assurée. C'est-à-dire que l'État a trop recours au monopole de la violence légitime. Et la conséquence en est que les citoyens ont peur de s'exprimer. Or, lorsque les citoyens ont peur de s'exprimer, les gouvernants s'accaparent des ressources ainsi que leurs proches. Et on passe d'un gouvernant qui doit servir l'État, qui est serviteur des citoyens, à un gouvernant que les citoyens servent. Or, avoir la chance de gouverner, c'est servir le peuple. La conséquence, les États en Afrique sont néo-patrimonialisés. C'est propre au Bénin, c'est propre au Nigeria, c'est propre au Togo, c'est propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre au Niger, c'est propre au Burkina Faso. Je suivais RFI hier, 22 morts en Angola, parce que les populations ont protesté contre le coût élevé du carburant. Doit-on tuer ceux qu'on doit servir parce qu'ils revendiquent à être mieux servis? C'est là la question. Donc, cette fonction est excessivement assurée aujourd'hui. Et vous avez la fonction réactive. La fonction réactive permet aux citoyens d'exprimer leurs besoins. Du moment où la fonction régulative est excessivement exprimée, les citoyens n'arrivent plus à exprimer leurs besoins parce qu'ils ont peur. Il y a maintenant la fonction distributive qui permet à l'État d'allouer des ressources aux citoyens. Cette fonction est mal assurée. L'accès à l'eau, l'accès aux soins, l'accès à la santé, à l'éducation n'est pas encore suffisant pour les citoyens. Il y a eu évolution, mais en 65 ans, nous avons encore des citoyens béninois qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc la fonction distributive de l'État est mal assurée. Il y a la fonction extractive, c'est-à-dire percevoir l'impôt, qui devient aussi excessive parce que les citoyens subissent la pression fiscale. Il faut décompresser un peu. Dans la plupart des pays aujourd'hui, les pays en Afrique, dont le Bénin, la pression fiscale existe. Donc, il faut décompresser un peu. Avant la colonisation, la nation Dahomey n'existait pas. Les nations qui existaient, c'était la nation Batombo, c'était la nation Yoruba Nango, c'était la nation Adjatado. Quand on parle de la nation Adjatado, vous voyez les royaumes qui sont nés de la scission d'Alada, à savoir Alada, Ogbono, Danhomey. Quand on parle de la nation Yoruba Nango, vous allez voir ces royaumes dont l'origine est Ile-Ife. Vous allez voir Savalou, Dassa, Savin, Kétou. Et au nord, vous voyez Niki, Kouandé, Kandi, Parakou, créés par des princes Bariba, avec les sociétés acéphales de l'ouest, à savoir la région de la Takora et le royaume de Djougou. Ce sont les nations qui existaient. Maintenant, la colonisation a confiné ces nations-là dans un territoire et les demande de reconstruire une nation dans laquelle ces différentes nationalités, ces micro-nationalités vont apprendre à vivre ensemble. C'est ce qui était arrivé en 1894. Donc, on devrait construire la nation Dahomey et non la nation Dahomey. Aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que la nation Bénin existe? Il y a Ernest Renan qui disait que
La nation, c'est le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que l'homme n'est pas esclave de son ethnie, de sa région, de sa langue, de son groupe d'appartenance sociale. Avec un cœur chaud, il doit apprendre à vivre ensemble avec les autres. Et c'est là que nous allons construire une nation Bénin. Et Ernest Renan, il prenait le contre-pied de John Elder, qui avait une conception organiciste, ethniciste de la nation. Alors, le ferment de cela, c'est la Constitution du 11 décembre 1990. Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Donc, il faut reconstruire une nation dans laquelle les citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivent ensemble, sans tenir compte de leurs différences ethniques, régionales, ainsi de suite. Donc, il faut rebâtir cette nation-là. Moi, je pense que les perspectives doivent se trouver à deux niveaux. Comme je vous l'avais dit, la fonction régulative, le contrôle du comportement des citoyens. On doit laisser les citoyens s'exprimer, exprimer leur opinion, leur divergence vis-à-vis de la gestion de la chose publique. C'est très important. On ne peut pas bâtir une nation moderne dans le silence des citoyens. Ça ne va pas tenir longtemps. Il faut bâtir la nation moderne dans un cadre où les citoyens s'expriment, disent leur compréhension de ce qui se fait. La deuxième chose, c'est la construction de la nation, comme je vous l'ai théorisé tout à l'heure. Le plébiscite de tous les jours. Tous les gouvernants doivent être soucieux de ce plébiscite de tous les jours. Faire en sorte que le cœur du Béninois soit toujours chaud, qu'il soit du sud, qu'il soit du centre, qu'il soit du nord, qu'il soit de l'est ou de l'ouest. Il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance à une nation dans laquelle on veut vivre ensemble. Ça, c'est très, très important pour l'avenir.